Zone Europe sur Sensation. Bonsoir et bienvenue dans Zone Europe sur Radio Sensation et sur TV78 pour une émission spéciale enregistrée ici au Salon de l'Agriculture. Qui dit Europe et agriculture dit PAC. La politique agricole commune représente à elle seule 387 milliards d'euros pour la période 2023-2027. Ça représente à peu près un tiers du budget européen. On en parle avec Catherine Gesslin-Lanel. Elle est directrice de la stratégie et de l'analyse politique de la Direction générale de l'agriculture de la Commission européenne. Zone Europe. Bonjour Catherine Gesslin-Lanel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors ça y est, la nouvelle PAC est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. La PAC, c'est l'une des politiques majeures de l'Union européenne. Pour cette PAC, donc 2023-2027, plusieurs changements ont vu le jour. On va en parler avec vous. Mais d'abord, revenons un peu sur cette histoire, sur cette PAC donc, qui a été mise en place en 1962. Quels étaient au départ les objectifs initiaux ? D'accord. Donc en effet, la politique agricole commune, ou la PAC comme on l'appelle, est la plus ancienne politique européenne. Elle a été d'ailleurs le moteur de l'Union européenne. À l'époque, il s'appelait la Communauté économique européenne, très longtemps. Et en fait, on sortait de la guerre et on avait besoin de développer la production agricole et alimentaire de ce qui était la Communauté économique européenne, avec à l'époque 6 pays fondateurs. Et donc on a créé une politique qui a cherché à inciter les agriculteurs à produire plus de toutes sortes de produits animaux, produits végétaux, à des prix raisonnables pour les consommateurs, et elle a très bien fonctionné. À tel point d'ailleurs que dans les années 70-80, elle a tellement bien fonctionné en améliorant le revenu des agriculteurs et en produisant de grandes quantités qu'on a été obligé de la réformer pour faire en sorte qu'on n'ait pas des stocks très importants de produits agricoles et alimentaires. Et ça n'a été que la première d'une succession de réformes pour une politique qui s'est toujours adaptée à la demande des consommateurs et de la société européenne. Alors justement, ces objectifs initiaux qui sont produire plus à des prix intéressants aussi pour les agriculteurs, ça constitue le premier pilier de la PAC. En 1999, il y a eu ce deuxième pilier avec donc le FEDER qui a été introduit, le Fonds européen agricole pour le développement rural. Il est géré par l'État et les régions directement. Il constitue donc ce deuxième pilier. Concrètement, à quoi il sert ? On a cherché au travers de ce deuxième pilier, d'une part, à mieux prendre en compte la place de l'agriculture dans les zones rurales et la vie en milieu rural, donc en finançant avec ce deuxième pilier toute une série d'actions, en particulier des investissements dans les zones rurales, essentiellement agricoles, mais pas seulement. Il y a aussi des infrastructures non agricoles et aussi le financement d'un certain nombre d'aides. Et je mentionnerai ici, parce que ça a été le début, j'allais dire, du renforcement du caractère vert de la PAC, on a financé les aides à l'agriculture biologique, agriculture qui a connu un développement considérable depuis. Ces dernières années, effectivement. Une des nouveautés donc, principales de cette PAC pour la période 2023-2027, ce sont les plans stratégiques nationaux. Alors désormais, les États doivent envoyer à la Commission un plan national stratégique pour pouvoir bénéficier ensuite des fonds. Qu'est-ce qu'ils contiennent ces plans et à quoi ils servent ? Alors vous avez raison, c'est une grande nouveauté. On garde des objectifs communs aux 27 pays de l'Union, mais on tient compte du fait qu'il y a une très grande diversité de l'agriculture dans les différents pays de l'Union européenne. Et donc sur la base de 10 objectifs communs fixés au niveau européen et d'une boîte à outils aussi qui est européenne, boîte à outils, c'est-à-dire modalité de financement, instruments financiers, on propose aux États membres d'établir ce qu'on appelle des plans stratégiques dans lesquels ils vont décrire les caractéristiques de leur agriculture, les objectifs qui sont prioritaires pour eux en fonction des défis auxquels leur agriculture est soumise et la manière dont ils vont utiliser cette boîte à outils et ces financements européens. Donc chaque État membre a proposé son plan stratégique national à la Commission européenne l'année dernière. Et donc au sein de cette Commission européenne, la Direction générale de l'agriculture a étudié, j'imagine, ces plans stratégiques nationaux. Certains ont été retoqués, il y a eu des négociations, ça s'est passé plus ou moins facilement. Ça s'est bien passé, je dirais, c'est-à-dire qu'il y a eu un échange C'est que notamment pour respecter les délais, c'est parfois un peu compliqué. Pour tenir les délais, parce qu'il y avait effectivement un temps assez court, il y avait 1 an pour valider ces plans stratégiques, pour qu'ils entrent en vigueur à partir du 1er
janvier 2023. Il y a eu des échanges pour s'assurer aussi qu'il y avait une cohérence entre ces plans, qui respectaient bien les objectifs qui avaient été fixés par les États membres de l'Union européenne lors de la négociation de la PAC. Et donc ils ont tous été validés avant la fin de l'année 2022, ce qui leur a permis d'être mis en œuvre dès le 1er janvier de cette année. Donc autre nouveauté de cette PAC, ce sont aussi ces éco-régimes, alors qui ont vocation à encourager les bonnes pratiques environnementales de la part des agriculteurs. 25% des aides directes y sont consacrées. C'est vraiment l'aspect environnemental aujourd'hui qui prime sur les politiques. C'est le nouvel engagement de l'Union européenne, avec notamment pour être cohérent avec le pacte vert européen. C'est ça. On accentue la dimension environnementale et j'ajouterai climatique dans le soutien aux agriculteurs. Donc d'une PAC qui était dans les années 60 tournée vers produire plus, on est aujourd'hui dans une PAC qui n'est pas simplement produire, mais produire plus avec moins et mieux, en respectant l'environnement et en protégeant le climat. Donc vous avez raison, une des innovations, c'est ce qu'on appelle ces éco-schemes, en français on dirait ces schémas ou ces instruments écologiques, on va dire, qui permettent aux agriculteurs de bénéficier d'une rémunération pour les services qu'ils rendent à l'environnement, comme par exemple des pratiques qui vont permettre de protéger la faune, de protéger la flore, d'améliorer la qualité du sol, etc. Enfin, pour finir, une expression revient souvent cette année au Salon de l'Agriculture, c'est, vu le contexte géopolitique, on le comprend aussi, c'est donc la souveraineté alimentaire. Est-ce que le monde agricole doit-il être au cœur de notre autonomie stratégique européenne ? Je répondrai oui à cette question. L'alimentation, c'est un enjeu de sécurité, c'est un enjeu de souveraineté. On l'a vu avec la guerre en Ukraine qui a malheureusement impacté les exportations de l'Ukraine en céréales vers de nombreux pays qui sont dépendants dans le monde et qui se trouvent dans des situations d'insécurité alimentaire très graves. Ça n'a pas été le cas de l'Europe. Donc on a peut-être réalisé à nouveau, repris conscience du caractère stratégique d'être capable de produire l'essentiel de son alimentation. Ça ne veut pas dire qu'on n'importe pas, ça ne veut pas dire qu'on n'exporte pas, mais ça veut dire qu'on est capable, nous les Européens, notamment grâce à la PAC et surtout grâce aux agriculteurs et à toute la chaîne alimentaire, de se nourrir nous-mêmes. Et ça, c'est très important. Merci Catherine Gélin-Lanel. Merci. D'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice de la stratégie et de l'analyse politique de la direction de l'agriculture de la Commission européenne. Zone Europe. L'importance du secteur agricole pour l'économie, l'Union européenne comme puissance agricole. On en parle avec Marie-Pierre Védrenne. Elle est eurodéputée, membre du groupe Renew Europe et vice-présidente de la Commission du commerce international au Parlement européen. Zone Europe. Bonjour Marie-Pierre Védrenne. Bonjour. Alors l'agriculture, c'est aussi le commerce. La France représente un peu moins de 20% de la production agricole totale de l'Union européenne. Une année 2022 marquée par l'inflation et l'augmentation des prix, ce qui a entraîné donc un excédent commercial agricole et agroalimentaire français de 10,3 milliards d'euros, un record depuis 2013. Mais la production a, elle, baissé. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ce chiffre, ou bien c'est un succès en trompe-l'œil ? Alors, je pense qu'il faut analyser ces chiffres de manière à 360 en quelque sorte. C'est déjà positif d'avoir une balance commerciale sur ce secteur qui est positive parce qu'on le voit bien, on a une balance commerciale déficitaire pour l'ensemble de notre balance commerciale. Donc avec l'aéronautique, le secteur agroalimentaire est positif. Donc ça doit nous interpeller effectivement de voir comment la France continue de produire, continue d'exporter, mais on le voit bien, nous sommes confrontés au choc du changement climatique et l'agriculture, la question de souveraineté. Nous devons aussi appuyer nos agriculteurs, nos éleveurs pour faire face à ces enjeux. Donc je pense que les chiffres sont une chose, mais on le voit bien spécifiquement avec les échanges que nous avons sur ce salon international, nous devons réfléchir au futur de la politique agricole commune, au futur de notre souveraineté alimentaire. Et c'est important de débattre de ces enjeux parce que la guerre en Ukraine nous le rappelle, l'alimentation est aussi une arme de guerre. Alors justement, cette guerre, on en a beaucoup parlé, surtout sur ses conséquences énergétiques. On a beaucoup parlé du concept de souveraineté énergétique. Est-ce qu'il faut faire la même chose pour le concept de souveraineté alimentaire ? Le concept de souveraineté, c'est notamment
un point qui nous tient à cœur dans notre délégation, qui est porté aussi par le président de la République depuis son discours de la Sorbonne, pour dire qu'il nous faut une Europe plus souveraine, c'est-à-dire qui soit capable de déterminer par elle-même avec qui, quand, comment elle échange, mais surtout qui ait une capacité industrielle beaucoup plus forte. Le choc du Covid nous l'a démontré à quel point c'était important, notamment sur les questions de santé. La guerre en Ukraine nous le démontre sur les questions énergétiques. Nous sommes souvent dépendants en plus de partenaires qui veulent nous détruire en quelque sorte, qui ne partagent pas les mêmes modèles, les mêmes ambitions que nous. Donc c'est capital aussi de réfléchir sur cette souveraineté alimentaire. Parce que, comme je le disais, l'alimentation est une arme de guerre. Nous le voyons quotidiennement avec cette agression russe de l'Ukraine, quand les Ukrainiens, qui sont de gros producteurs, notamment de blé, ne peuvent pas exporter, notamment dans les pays d'Afrique, ça a des conséquences considérables. Et ça démontre bien l'interaction aussi du marché mondial. Donc l'Union européenne, et on l'a fait dans le cadre de la politique agricole commune, doit travailler sur le plus de revenus pour ses agriculteurs, la question du changement climatique et la question de la protection vis-à-vis des menaces, en quelque sorte, et de la concurrence déloyale extra-européenne. Alors nous sommes ici sur le stand des vignerons indépendants. Comment ça se passe une journée pour un eurodéputé ici au salon? On va de stand en stand? On a un agenda très chargé au salon, on essaye de rencontrer le maximum de monde. C'est aussi la continuité d'un travail qu'on fait quotidiennement. Effectivement, vous avez raison de préciser qu'on est avec les vignerons indépendants. C'est aussi la Confédération européenne des vignerons avec laquelle je travaille au Parlement européen. Donc c'est l'occasion de revoir de nombreux acteurs avec qui on échange. Donc souvent, effectivement, on multiplie l'ensemble des visites. Hier, notre délégation était aussi présente au salon, l'interprofession, les jeunes agriculteurs, la FNSEA, l'intervention dans des débats, les échanges avec la presse. C'est un moment fort. Ce salon aussi, c'est l'occasion, bien sûr, de retrouver les professionnels, mais d'échanger et de porter à la connaissance de nos concitoyens l'entièreté de ces enjeux, parce qu'on le voit qu'il y a une grosse pression aussi sur le monde agricole, et il faut rappeler à quel point justement il joue un rôle considérable pour nourrir l'ensemble de la population. Vous avez rencontré plusieurs représentants ici du monde agricole. Quels ont été les discours un petit peu qu'ils vous ont donnés? Quelles sont les pistes envisagées? Est-ce qu'ils parlent pour le futur? Est-ce qu'ils parlent aussi de souveraineté alimentaire? C'est le sujet du moment? Bien sûr, c'est un sujet capital pour eux, parce qu'ils sont par exemple très heureux qu'on voit le titre de ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, parce qu'ils le disent depuis longtemps que c'est un enjeu essentiel. Donc les messages, si je devais résumer en 2-3 phrases, on a souvent pas de contraintes sans solution. Ça fait référence par exemple aux décisions et à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur les néonicotines. Donc on va avoir tous ces nouveaux débats aussi qui reviennent sur l'utilisation des produits phytosanitaires au Parlement européen. Sur les travaux qui m'occupent plus particulièrement sur la question du commerce international, j'ai été beaucoup interpellée sur la multiplication des accords de libre-échange et spécifiquement sur le Mercosur. Donc ce qui est dit en fait, c'est que au sein de l'Union européenne, on demande de plus en plus de choses, de normes qui sont vécues comme des contraintes par nos agriculteurs, alors qu'ils ont parcouru déjà un chemin important. C'est ce qu'on a fait dans la réforme de la politique agricole commune, c'est ce qu'on appelle la stratégie de la ferme à la fourchette. Et ce qu'ils disent, c'est qu'on ne peut pas avoir des exigences à raison de plus en plus fortes et en même temps laisser des produits rentrer sur notre marché intérieur qui ne respectent pas l'entièreté de ces normes de protection. Alors justement, dans le même temps que ce salon international de l'agriculture, il y a donc le dossier de l'accord de libre-échange UE-Mercosur qui revient sur la table. Alors c'est un dossier qui existe depuis très longtemps, on en parlait déjà lors des années 2000, en début des années 2000. Le Mercosur donc revient sur la table avec l'élection du président Lula au Brésil, qui donc le Brésil d'ailleurs une autre grande puissance agricole. Quel est l'intérêt d'un tel accord entre l'Union européenne et le Mercosur ? Alors, de manière globale, les accords de commerce visent à réguler les échanges, à ouvrir justement l'accès au marché pour les Européens et à la réciproque pour celui avec qui vous concluez un accord de commerce. C'est établir des règles pour justement nos échanges commerciaux. Ce qu'on peut constater, c'est que
vous avez raison de l'appeler, avec les pays du Mercosur, donc le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Les défenseurs de ce traité vous disent que c'est important parce que c'est un grand marché. Et dans les accords de commerce, on traite énormément de sujets. Donc, Le Mercosur, c'est 264 millions de citoyens environ. exactement. Et puis, ceux qui le défendent aussi vous disent qu'il est important de conclure un accord de commerce avec ces États, avant la Chine notamment. Et vous avez raison de souligner que l'arrivée de Lula à la présidence du Brésil est importante parce que nous n'avons plus Bolsonaro qui, nous le savons, a Pendant détruit des années, l'Amazonie. les relations internationales ont été Très un petit peu compliqué, compliquées très avec compliqué, très compliqué. le Brésil. Et puis l'enjeu de la déforestation. Donc l'accord de commerce vise à instaurer certaines règles. Moi, j'entends ceux qui disent l'entièreté de ces éléments. Pour autant, j'estime que cet accord, il est dépassé. Il est Alors d'un autre justement, temps. L'accord ne peut pas être accepté s'il n'y a pas les clauses miroirs et le respect du climat, a réaffirmé Emmanuel Macron Oui. ici au Salon de l'Agriculture. On est donc encore bien loin d'un accord. Qu'est-ce qui ne va pas du coup avec le Brésil? Moi déjà, je suis Et le très heureuse Mercosur dans son que le ensemble. président de la République ait redit lors du salon ce message que nous portons depuis de nombreuses années et que nous affirmons fort à la fois au Conseil européen, le président de la République, et à la fois au Parlement européen. J'avais fait adopter un amendement dans ce sens. C'est la position du Parlement européen. C'est ce que je vous disais en fait, c'est qu'on demande de plus en plus et pour autant on laisse rentrer des produits qui ne respectent pas ces normes sur l'entièreté de la chaîne de la production. Et c'est ça les clauses miroirs, c'est la réciprocité. C'est de dire, attention, vous ne pouvez pas rentrer sur notre marché intérieur si vous ne les respectez pas. Et puis il y a effectivement l'enjeu de respect de l'accord de Paris. Parce que ce que je dis souvent à mes collègues et à la Commission européenne, conclure un accord de commerce n'est pas une fin en soi. Clairement pas. L'enjeu, c'est la mise en œuvre. C'est de faire en sorte que les engagements que vous avez obtenus pendant ces négociations soient réellement respectés. Et là, on le voit bien, on aura face à nous des États qui ne... même l'arrivée de Lula, mais qui pourront être enclins à justement plutôt... dans une logique d'exportation, conduire à la fois à des conditions de concurrence déloyale et à la fois augmenter la déforestation. Alors on a cet enjeu de lutter contre le dérèglement climatique. Donc c'est quelque chose de très paradoxal. Donc il nous faut réfléchir à une nouvelle génération d'accords de commerce, à la fois dans le contenu des négociations et dans le contenu des accords, et à la fois sur la forme, parce que, vous le disiez, le Mercosur, ça fait 20 ans qu'on en débat. On a un mandat de négociation qui n'a pas évolué, où il n'y a pas eu suffisamment de contrôle parlementaire. Donc moi, j'invite le commissaire Dombrovskis à revoir aussi la méthodologie de négociation des accords de commerce. Merci beaucoup Marie-Pierre Vedral. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes eurodéputée Renew Europe et donc vice-présidente de la Commission du commerce international au Parlement européen. Zone Europe. Mais la PAC ne fait pas toujours l'unanimité. Certains défendent une autre vision de l'agriculture. J'ai rendez-vous avec Benoît Biteau. Il est eurodéputé, membre du groupe Europe Écologie Les Verts et vice-président de la Commission Agriculture au Parlement européen. Zone Europe. Benoît Biteau, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Alors vous avez Avec plaisir. voté, vous, contre cette nouvelle PAC qui est entrée en vigueur cette année. Qu'est-ce que vous reprochez au système actuel ? Alors, ce que je reproche à la PAC, c'est qu'à la lumière de rapports, notamment de la Cour des comptes européenne, on sait que la PAC qu'on a mis en place il y a 30 ans présente des lacunes graves sur le revenu digne des paysans, sur le renouvellement des générations, sur les sujets pour lesquels on a rendez-vous avec l'histoire, comme le climat, la biodiversité et la santé. Et donc on avait l'occasion, dans le cadre de cette réflexion et de cette réforme de la PAC, de corriger le tir. En plus, la Cour des comptes nous proposait des solutions et on les a pas emboîtées. Donc c'est vraiment dommage parce que les scientifiques nous disent que le temps presse. On voit bien la rapidité à laquelle disparaissent les paysans. On perd 50% des paysans en 20 ans, peut-être encore 50% dans 10 ans. Et on voit bien qu'on a une difficulté sur le revenu des paysans. Et donc on avait une occasion rêvée de pouvoir inverser ces tendances lourdes et on ne l'a pas fait. Pourtant, la Commission européenne met en avant une PAC plus verte avec notamment ces éco-régimes, 25% des aides directes aux agriculteurs pour encourager les bonnes pratiques environnementales. Ça ne va pas assez loin selon vous pour l'environnement et pour cette ambition en tout cas qui est affichée ? Déjà, ça n'est que 25%. Ça veut dire en creux que 75% continuent d'être distribués sans réelle conditionnalité climatique, environnementale, sanitaire. Donc c'est quand même trop peu. Et puis on aurait dû changer le cœur du réacteur. C'est-à-dire que
tous les mécanismes que décrit la Cour des comptes, notamment sur le revenu des agriculteurs et le renouvellement des générations, mais aussi sur la problématique de la conditionnalité et d'une PAC plus environnementale, nous inviter à changer le cœur du réacteur. Moi j'appelle le cœur du réacteur. Et donc si on arrêtait de distribuer les aides par unité de surface, qui ne profitent, c'est facile à comprendre, qu'à ceux qui ont beaucoup de surface, on aurait inversé cette tendance lourde. Si on avait, non pas sur 25%, mais sur la totalité de l'enveloppe, posé des règles de conditionnalité, on aurait vraiment avancé sur une PAC qui à la fois rémunère mieux ses paysans, encourage le renouvellement des générations et au rendez-vous de l'histoire sur climat, biodiversité et santé. Alors vous, Benoît Biteau, vous êtes devenu agriculteur à l'âge de 40 ans. Vous avez une ferme en Charente-Maritime, une ferme 100% biologique, en agriculture biologique. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier, cette reconversion, en tout cas d'engager cette reconversion, et comment se porte votre ferme aujourd'hui ? Alors moi je suis tombé dedans, je suis tombé dans la marmite quand j'étais tout petit, c'est-à-dire que je suis fils d'agriculteur, petit-fils de paysan. J'ai toujours grandi dans ce monde-là. Donc forcément, quand on a cette histoire-là, on a envie un jour le vivre pour soi-même. Et puis après, moi j'ai un parcours de scientifique, d'ancien chercheur, où j'ai côtoyé des agriculteurs qui étaient heureux de faire leur métier, qui étaient bien insérés socialement. Enfin, voilà. Et donc ces expériences-là m'ont amené à me dire qu'il fallait que je passe à l'acte pour moi-même. Et c'était intéressant parce que je partais d'une structure qui était allée très loin dans un modèle productiviste, industriel, intensif. Et en partant de là, en pratiquant l'agroécologie, j'ai aussi fait la démonstration que des alternatives étaient possibles et que sans impacter le rôle fondamental de l'agriculture, de satisfaire la souveraineté alimentaire, de rémunérer bien ses paysans, on pouvait aussi agir en direction du climat, de la biodiversité et de la santé. Et aujourd'hui, cette structure se porte très très bien, c'est-à-dire que dans le contexte du moment où un certain nombre de secteurs agricoles traversent des difficultés, eh bien moi, ma ferme, je peux le dire, se porte très très bien. Alors la question de l'élevage, c'est l'un de vos combats, on le sait aussi. Vous luttez contre l'élevage intensif, industriel. Vous souhaitez les interdire ? C'est plus subtil que ça. Je pense que l'interdiction, ce n'est pas forcément la bonne méthode. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle l'écologie punitive. Moi, je préfère, et ça nous renvoie sur le débat sur la PAC, je préfère les incitations au changement. C'est-à-dire, et c'est ça qu'on a loupé avec cette PAC, c'est-à-dire que si on considère que ces élevages-là ne remplissent pas les fonctions qu'on attend de l'agriculture, sur la santé, le climat et la biodiversité encore une fois, mais aussi sur le revenu des paysans, sur le renouvellement des générations, il faut changer. Et donc il faut cesser de perfuser cette agriculture-là avec les aides publiques et faire en sorte que ces aides publiques encouragent la transition. Et les élevages industriels, effectivement, il faut qu'on arrête parce que sur le climat, c'est pas la bonne réponse. Sur le bien-être animal, c'est pas la bonne réponse. Sur la biodiversité, c'est pas la bonne réponse. Et sur le revenu des paysans, c'est pas la bonne réponse non plus. Et donc, il faut inverser cette tendance lourde. Pour autant, il ne faut pas renoncer à l'élevage. Quels sont aujourd'hui les freins aux alternatives à l'élevage intensif ? Pourquoi les agriculteurs aujourd'hui sont, entre guillemets, bloqués, freinés à développer davantage une agriculture biologique peut-être, ou à taille un peu plus réduite ? C'est le rôle des politiques publiques justement. C'est-à-dire que si les politiques publiques étaient mieux orientées, qu'on ne perfusait plus économiquement des choix d'entreprise qui ne sont plus les bons au regard des attentes sociétales et citoyennes, et qu'on redéployait, qu'on remobilisait ces crédits sur l'accompagnement des alternatives, dans un objectif de rémunérer, et le mot est important, de rémunérer des agriculteurs qui font bien, qui prennent soin du climat, de la biodiversité et de la santé, avec les aides publiques de la PAC, eh bien, on aurait des activités d'élevage qui sont tournées vers l'entretien de prairies remarquables, qui séquestrent du carbone, vers des prairies remarquables qui hébergent de la biodiversité et qui en plus produisent du lait et de la viande d'extrêmement bonne qualité, contrairement à du lait et de la viande produits avec des élevages qui fonctionnent avec le binôme maïs-soja, dont on connaît par ailleurs les dégâts sur la ressource en eau et sur le climat. Dernier sujet avec vous, Benoît Biteau, la consommation de viande. On sait que la tendance a été ces dernières années à une légère baisse en tout cas par rapport à la consommation globale en France. Est-ce que la transition de l'élevage notamment doit passer obligatoirement également à côté par une baisse encore de la consommation de viande ? Oui, il faudra. Et moi, je mets la viande et les produits laitiers d'ailleurs. Donc tous les produits issus de cet élevage industriel doivent drastiquement baisser parce que
je répète, mais c'est mon triptyque, l'élevage industriel ne sont pas des pratiques qui vont dans le sens de la protection du climat, de la biodiversité et de la santé. En revanche, un élevage tourné vers des systèmes herbagés participe à une meilleure santé du mangeur, mais aussi du climat, de la biodiversité. Et donc, on a intérêt à ce que ne perdurent que ces pratiques d'élevage-là, tournées vers des systèmes herbagés, sur des prairies de montagne, sur des prairies de zones humides, où ils remplissent toutes ces fonctions-là. Mais si on ne limite l'élevage qu'à ces activités-là, effectivement, il y aura beaucoup moins de lait et de viande disponibles, et donc il faut effectivement, dans nos attitudes alimentaires, envisager une réduction importante de notre consommation de lait et de viande. Mais pour autant, il faut en manger encore. Mieux, moins, mais mieux. Pour finir, Benoît Miteau, un mot sur le Salon de l'Agriculture. C'est la 59e édition cette année. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement ? C'est un moment incontournable pour l'agriculture européenne, internationale même. Après, moi, la seule critique que j'ai à proposer sur ce salon, c'est qu'on est en train de nous présenter un peu une image d'Épinal de l'agriculture. On est en train d'activer chez nous, dans notre généalogie, notre référence à des ancêtres qui étaient paysans. Sauf que cette agriculture, elle n'existe plus. Et donc, je pense qu'il est urgent de constater et d'entendre la demande de la société civile. Si ce salon est fréquenté, c'est parce que les gens sont en recherche de cette agriculture-là qui fait référence à nos racines paysannes. Et donc, il faut entendre ça dans le développement agricole de manière à ce que le message que nous envoient les gens qui fréquentent ce salon infuse dans l'évolution des pratiques agricoles. Merci beaucoup Benoît Miteau. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes eurodéputé, membre du groupe Europe Écologie Les Verts au Parlement européen et premier vice-président de la commission agriculture au Parlement européen. Merci beaucoup. Zone Europe. Zone Europe, c'est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet, sur notre application Radio Sensation et aussi sur TV78. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro. Bonne soirée à tous. Zone Europe sur Sensation.